Eh bien, il y a sur ce plateau Gilles Vaïkeya, un ancien élu du Nord Kivu, et d'ailleurs, il vient de faire un passage à Butembo, son fief, malgré le menace de part d'autres, et il vient nous dire ce qu'il pense de ce qui est en train de se faire, non seulement à Doha, mais surtout à Washington, RDC, Rwanda, un accord en vue déjà. Une déclaration de principe a été signée par les deux parties. Le 2 mai, c'est dans 2 jours, déjà pour un autre pas avant finalement cet accord censé mettre définitivement un terme à cette guerre d'agression qui dure depuis 30 ans. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous veniez fraîchement de Butembo. Comment ça se passe à Butembo en ce moment? Butembo Béni, toute cette région en proie aux groupes armés, notamment aux Rwandais, qui sont derrière ce que vous appelez M23, l'AFC. Ils sont à quelques kilomètres. Comment se comporte la population de Butembo à ce moment? Je viens de Butembo justement, de Béni aussi. Et la population est là, dans la peur du lendemain. Dans la peur? La peur du lendemain. Parce que, comme vous savez, l'ennemi est à moins de 60 km de la ville de Butembo. Et ça, c'est du côté sud. Mais du côté nord, il y a aussi les ADF qui coupent le Butembo Béni de Bunia. Et curieusement, avant de quitter, il y a sur le côté est de Béni Kasidi, sur l'axe Ouganda, il y a un pont qui est en train de se casser. Donc, le pont sur la rivière Semouli, qui est un grand pont, qui est un axe qui ravitaille les 2 villes à partir de l'Ouganda, qui aussi a mis à l'arrêt les activités commerciales. Ça signifie que la vie là-bas est à plus ou moins un début d'asphyxie. Donc, on ne sait pas se mouvoir ni au nord, ni au sud, ni à l'est. Et donc, la population, quand même, est dans une situation assez difficile dans ce coin-là. Alors, comment cette population accueille un peu tous les fronts diplomatiques ouverts, ça et là? D'abord, vous avez en interne le père spirituel des Congolais, la Cinco, les CC. Ces pères spirituels ont fait le tour du monde. Ils sont allés même chez l'ennemi. Ils étaient d'ailleurs à Goma, voir les nouveaux maîtres du coin. Vous avez les 5 facilitateurs désignés par les YAC et la SADC. Je ne sais pas quand vont-ils commencer finalement les boulots. Vous avez le président togolais Fogna Simé, lui qui remplace l'Angolais Lourenço, devenu président de l'Union africaine. Et puis, vous avez aussi Doha, qui s'est invité, je ne sais pas moi par quel miracle. Et puis, vous avez des Américains qui se comportent en affairistes. Comment est-ce que la population évalue un peu tout ça, localement? La population de l'Est en général est dans un dilemme. Une situation assez embarrassante et très difficile à gérer. Dilemme entre la souveraineté de notre pays, parce que, à part les aspects politiques de cette guerre, les aspects économiques, il y a les aspects d'occupation des terres de la zone là-bas, donc du territoire de Rutshuru, de Masisi, de Lubero. Alors, ça c'est du point de vue de la souveraineté, mais il y a aussi les aspects de la justice. Les gens ont perdu des personnes, des milliers de personnes. Les gens ont perdu des biens, des maisons brûlées, des magasins pillés, tout ça. Donc, on a aussi le souci qu'il y ait réparation. Mais en même temps, il y a besoin de la paix. Parce que vous savez, les gens, nombreux de milliers de personnes, ont abandonné leur village, sont en déplacement. Maintenant, on se dit, de tout ça, qu'est-ce qui est prioritaire? Entre réclamer la justice, entre demander que les militaires, l'armée, puissent bouter dehors les occupants pour qu'on soit à l'aise dans les champs, tout ça dans les villages, mais en même temps, entre avoir la paix,
revenir dans les champs, revenir dans les commerces, etc. Donc c'est assez difficile. Donc maintenant, moi, mon analyse personnelle, qui n'est pas l'analyse générale de tout le monde, je crois qu'il y a lieu de faire une échelle de valeurs et de priorités. Et pour moi, en regardant tout ce qui se passe dans cette zone-là, je crois que la paix est prioritaire à tout. La paix est prioritaire. Je suis tombé sur votre tribune, votre réflexion, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir en tout cas. Un commentaire par rapport à ce qui s'est fait déjà à Washington. Vous n'avez pas commenté ce qui se passe à Doha, même si à Doha, Kinshasa et les M23 se sont dit. Alors finalement, c'est les faits en vigueur, mais ce matin, nous avons appris ça sur plusieurs fronts dans les Sud Kivu. Les FARDC et les M23 sont en train de se battre. Ça, c'est déjà une violation d'un texte lu, commenté partout. Tous les médias ont diffusé, y compris la RTNC d'ailleurs. Et sur ce point, on ne comprend pas. Bon, vous êtes parti à Washington. Je fais un peu marche arrière. En 2001, 2002, nous sommes allés à Sun City, 2003, 2004, pour avoir les pourparlers les plus larges qui soient, parce que, en tout cas, mon humble avis, on a permis à tous ceux qui étaient en conflit d'avoir un poste. Même ceux qui transportaient les mallettes des rebelles sont devenus des conseillers, sont devenus députés parce qu'il n'y avait pas un parlement. Mais ces pourparlers étaient censés nous ramener une paix définitive dans la partie orientale de notre pays. Ça n'a pas été le cas. Est-ce parce qu'il n'y a pas eu justice? Parce que vous, dans votre document, vous dites, sans justice, cette paix définitive, chantée même hier par Tshisekedi, lorsqu'il recevait le président de la Guinée-Bissau, reste une utopie, selon vous. Oui, j'ai dit que nous risquons d'avoir enterré nos morts sans mémoire si on ne fait pas de la justice à toutes ces victimes. Mais par rapport à votre réflexion crispée, je crois que les contextes risquent de ne pas être le même entre 2002 et 2025 aujourd'hui. Je vais peut-être décevoir les gens. Sun City et même les autres accords de Goma là-bas pourraient ne pas produire les effets qu'on attendrait d'eux parce que, je suis désolé, le gouvernement ici à Kinshasa jouait double jeu, ne jouait pas franc jeu. On dirait qu'il accompagnait pratiquement les rebelles ou le Rwanda dans ses intérêts. C'est ça l'impression qu'on a. Un accompagnement aveugle ou voulu? Voulu, souhaité. Parce que vous allez vous rappeler que, par exemple, la question de tous ces accords-là, intégration, mixage et tout ça, bon, les analyses vont jusqu'à montrer qu'il y avait une facilitation du gouvernement de Kinshasa en faveur du Rwanda. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En quoi c'est différent? Parce que lorsque vous lisez l'accord de principe signé à Washington la semaine dernière, le Rwanda est sur la table. Entre les lignes, les non-dits, c'est que nos minéraux vont toujours passer par le Rwanda. Tout ça n'est pas le problème. Est-ce que le Rwanda ne posera pas des conditions comme quoi j'aimerais bien que mes hommes viennent sécuriser les mines, j'aimerais que ceci, cela. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans les mêmes pièges de Sun City ou des autres accords qui vous dénoncez ici? Bon, maintenant, avant de répondre à la question, je vais d'abord quand même préciser que le sentiment que nous, de l'Est, nous avons, c'est de dire que toute cette tractation, toutes ces discussions autour du partage des intérêts devraient se faire pendant que nous, on a la paix. Parce que pas avant. Pas avant. Parce que vous voyez, nous, on est vraiment des sacrifiés de la République. On est comme si on est des rats du laboratoire autour desquels les gens maintenant font des expériences pour voir si on peut aboutir à un intérêt ou à un autre. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous encourageons toutes les tentatives qui peuvent nous amener d'abord à une paix et après laquelle on peut maintenant réfléchir les stratégies autour
de la gestion de ceci ou de cela. Ça, c'est un élément très important à préciser. Parce que nous sommes quand même, nous avons droit à vivre comme les autres personnes. Quand on dit 30 ans, bon, ça semble petit quand on le prononce. Mais il faut vivre ça. Il faut vivre les 30 ans de misère et de guerre et de sécurité. Il y a des gens, des villages comme Kichanga dans les Massissi, les Massi Centre, les Kibumba, les gens de Rutshuru, qui ne savent pas comment ressemble ce qu'on appelle la paix. Ils lisent ça sur le papier, mais en le vivre comme ça pendant 30 ans, nous n'avons jamais vu ça. Donc pour nous, toute démarche qui peut amener à une accalmie, même d'une semaine, elle est la bienvenue. C'est pourquoi Doha, on encourage. Washington, on encourage. La démarche des évêques, on encourage. Pour autant que ça peut permettre à ce qu'il y ait d'abord une petite paix. Et puis maintenant, après, on peut réfléchir les aspects stratégiques de la question. Alors, si je reviens à la question du Rwanda autour de la table, j'ai entendu les gens dire, oh, le Rwanda en sort vainqueur que la RDC. Mais la question d'ailleurs que je dois vous poser, ouais. Nous avons 9 voisins. Ouais. Tous les 9 voisins convoitent nos minéraux. Même l'Angola, qui était d'ailleurs facilitateur bien ici, sûr, est en train de pomper du pétrole. Je ne vois pas un officiel congolais dire, bon, l'Angola, fais-nous le compte. Jamais. Ouais. Il pompe du pétrole. Bien sûr. En toute impunité, ces pétroles profitent à l'Angola. Bien sûr. Pourquoi à Washington, on invite seulement les Rwandais, pas l'Ouganda, pas les Burundi, pas le Congo-Brazzaville, pas Centrafrique et autres. Tous ces voisins ici, hein, chaque voisin convoite ce que nous sommes ou ce que nous avons. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi seulement les Rwandais? Non, nous sommes... Alors que le Rwanda est auteur de milliers de morts dans notre pays. Nous sommes là dans le contexte d'une guerre entre la RDC et le Rwanda. Disons, je dirais entre le Rwanda et la RDC, parce que c'est le Rwanda qui crée la guerre. C'est ce qui fait que le Rwanda devient un interlocuteur immédiat par rapport aux autres 9 voisins. Mais nous devons aussi nous dire, sans nous voiler la face, nous sommes en train de mener une guerre que nous n'avons pas gagnée. Donc, où on est presque plié. Ça veut dire, celui-là... Donc, c'est dans la faiblesse totale, bien sûr, qu'on se présente là. Qu'on se présente. Et donc, le Rwanda devient un interlocuteur parce qu'il a une certaine suprématie militaire par rapport à la RDC. Il faut l'accepter. Maintenant, pour qu'on sauve la vie des gens, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de parler avec l'agresseur. Mais sur les questions qui sont débattues à Washington, par exemple, dans l'accord de principe que j'ai lu, j'ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas sorcières non plus, contrairement à l'agitation que je vois dans les réseaux sociaux. Comme lesquels, par exemple? Bon, les gens ont stigmatisé le fait que Washington veut qu'on réfléchisse sur la congestion du parc, hein, la congestion du pétrole, l'exploitation du pétrole, etc. Bon, moi, je dis, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir comme des humains pour dire que ce n'est pas très, très grave de le dire de cette façon-là? Je vais m'expliquer. Le parc dont il est question, le parc national de Virunga, c'est un parc unique qui est appelé parc de Virunga en RDC et appelé parc du volcan au Rwanda. Même forêt. C'est le même parc. Même parc, même animaux, même tout. Donc, l'animal dort ici, passe la journée là-bas. Donc, les oiseaux comme ça. Alors, s'il faut gérer un truc de ce genre, quoi de plus normal que les deux pays s'asseyent pour dire comment nous gérons notre truc commun. Évidemment, tenant compte des proportions d'étendue, il y a plus en RDC et moins au Rwanda. Donc, on peut gérer cette question de visiteurs, de touristes ensemble. Ça, ce n'est pas du tout sorcier. Il y a la question du pétrole. Mais le pétrole, là, c'est du liquide qui coule dans le sol. Et il va de la RDC au Rwanda, en Ouganda. Est-ce qu'on peut arrêter le pétrole de la RDC de couler vers le Rwanda ou vers l'Ouganda? Rien du tout. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train d'exploiter, il a mis des pipelines très grands. Ça veut dire qu'il est en train de pomper, comme vous l'avez dit, le pétrole de la RDC vers lui. Ça veut dire mettre sur la table la question de la gestion commune de ce genre de ressources n'est pas quelque chose de grave.
C'est d'ailleurs ce qui est rationnel parce que ça nous permet de travailler tous ensemble pour voir comment on va partager les dividendes d'une ressource qui est presque commune à tous les trois pays. Le troisième exemple, c'est le gaz méthane dans le lac Kivu. Que le Rwanda déjà exploite depuis le Rwanda la nuit des exploite temps, déjà alors que celui-là. nous sommes encore distraits. Mais oui, et par la loi de l'osmose, le Rwanda, quand il exploite les gaz de son côté, une fois que la quantité diminue là-bas, la quantité qui est encore qui est supérieure en RDC va aller là où ça semble être vide. C'est ça la logique simple. Donc le Rwanda risque de tout exploiter seul pendant que nous on est là en train de parler de souveraineté, de ceci, de cela. Donc c'était quand même logique de se dire réfléchissons ensemble pour voir comment exploiter ce que nous partageons à commun. Et c'est même ça la logique du président de la République au début de son mandat. Oui, alors c'était même la question à vous poser. Oui. Quelle est la ligne de démarcation entre ce qui s'est fait actuellement à Washington et la démarche qui a été entreprise par Tshisekedi au début de son mandat, lorsqu'il a appelé Kagame son frère, il est allé vers lui, il lui a pratiquement tout offert. Bon. Même l'or congolais devait être affiné là-bas de manière officielle. Tout offrir, c'est trop dur. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ouais. Et qu'est-ce qui peut vous convaincre aujourd'hui que Kagame d'hier sera différent de celui d'après ces accords en vue à Washington? Non, Kagame d'hier n'est plus Kagame d'aujourd'hui. Kagame d'hier était malin parce qu'il utilisait ses panthères et ce sont ceux-là qu'il mettait au devant de la République démocratique du Congo. Lui s'est caché dans le paravent. Mais aujourd'hui, avec le travail du président de la République, toute sa diplomatie, son gouvernement, Kagame est mis à nu. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Vous voyez, Doha a drinkolé un peu. Doha n'a pas bien tenu. C'est parce que le président de la République est resté droit dans ses bottes pour dire « je dois parler avec Kagame ». Ce n'est pas Nanga devant moi, ce n'est pas Makenga, ça ce sont juste des panthères que Kagame utilise. Et c'est pourquoi moi je crois à ce qui se passe aux États-Unis. Parce que c'est cette fois-là, le Rwanda qui signe avec la RDC. C'est différent. Hier, Kagame pouvait se cacher, il fait encore des histoires, parce qu'il n'est pas le signateur des accords. Mais aujourd'hui, c'est Kagame qui accepte, c'est un aveu d'ailleurs implicite pour dire, c'est moi l'auteur de tout ce qui se passe à l'Est. Et ça, c'est un résultat très formidable que le président de la République a obtenu dans son combat diplomatique. Alors tout ça, en toute impunité, est-ce que nous aurons la paix sans justice? Rappelez-vous les combats du prix Nobel de la paix, Mukwege, qui d'ailleurs aussi a produit notre tribune, qui essaie un peu de vous contredire. Il dit plusieurs fronts de négociations vont tuer la négociation. Et il voit un peu des mauvais et tout ça, parce que pendant que vous êtes à gauche, à droite, dans le Grand Kivu, vous connaissez bien la région, il y a des personnes qui souffrent énormément. Et ces gens attendent aussi que justice soit faite. Comment concilier réparation, justice, avec des accords qui sont censés nous ramener la paix? Bon, le docteur Mukwege est témoin. Parce que lui, il a pour travail la prise en charge des victimes de l'absence de la notamment paix. Les femmes. Notamment les femmes. Et ça dure déjà depuis 30 ans, il sait. Bon, maintenant, si nous continuons dans la même approche, ça nous amènera vers 100 ans. Il restera qui à l'Est? Ça veut dire, il y a ce que nous allons tolérer. On peut attendre pour réclamer la justice, qu'on ait d'abord la paix, qu'on consolide nos institutions, qu'on forme une bonne armée, solide, capable de dissuader l'adversaire, le pays voisin, et après on réclame la justice. Dans donc, tous les cas, ce qui se passe sont des crimes imprescriptibles. Vous voulez dire ceux qui font leur deuil, continuer à pleurer, plus tard, 20, 30, 50 ans après, nous pourrons penser à essuyer vos larmes. Bon, c'est une décision difficile, mais on n'a pas de choix, M. Crispin. On n'a pas de choix. Parce que
si on ne réclame pas à priorité la paix, mais les M23 vont rester occuper ces espaces. Si nous tenons à ce qu'il y ait d'abord la justice, donc qu'on les traduise à la justice, mais on va le faire comment pendant qu'ils occupent chez nous? Alors, une Mais il réflexion. faut solliciter par tous les moyens pour qu'ils rentrent, que nos espaces nous reviennent à nous, que nous ayons la possibilité aussi de vivre d'abord. Et puis après, on va revenir sur la question des réparations. Alors, que vont devenir, ça c'est une réflexion peut-être personnelle, vous n'êtes pas juriste, mais que vont devenir finalement Nanga et tous les autres, d'abord condamnés à mort, les biens confisqués, parce que dans ces mouvements que vous appelez la FCM 23, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont derrière, mais il y a aussi des Congolais, et même des Congolais des pères et des mères. Tout à fait. Que deviendront ces Congolais? Bon, mais Quelle est votre approche comme élu, comme ancien élu du Nord Kivu? Non, mais quand je dis nous avons à priorité besoin de la paix, mais la paix a un prix. Et le prix là, c'est quoi? On va fermer les yeux sur certaines choses. Parce qu'eux sont là. Donc on les verra désormais sur là qu'il y a un homme mais libre. c'est le schéma. On est dans un accord. Dans l'accord, il y a des choses que vous gagnez et des choses que vous perdez. Ça veut dire on s'achemine comme ça progressivement vers l'amnistie. Est-ce qu'on ne va pas finalement consacrer l'impunité? C'est-à-dire que chaque Congolais peut se dire, dans ces pays c'est normal, je peux quitter Kinshasa, aller faire des courbettes à Kampala, à Kigali, n'est-ce pas? Prendre les armes, tuer des centaines ou des milliers de Congolais, et au nom des accords, je peux revenir à Kinshasa sur qu'il est un homme libre. Parce qu'on a vu certains qui, même à l'époque, avaient pilé les bébés dans les mortiers. Ah ouais. Hein, on a pris un bébé de 4 mois et est devenu comme la viande hachée. Et ces gens, aujourd'hui, sont appelés Excellence. Est-ce que ce n'est pas un chemin, un circuit, un chemin éternel pour le Congo-Kinshasa? Non, c'est malheureux que ça revienne comme ça, mais la faute est au gouvernement congolais. Parce que tout ça est lié au fait que notre force armée ne se montre pas suffisamment forte pour mater toutes ces aventures-là. Donc, pour autant que nous aurons une armée qui ne sait pas s'imposer, alors ces aventures risquent de continuer malheureusement. Surtout qu'on est un pays convoité avec tout ce que les gens peuvent vouloir avoir. Il nous faut impérativement avoir une armée qui fait peur. C'est ça la solution. C'est la solution en tout cas. Dernière question. Plusieurs accords signés par les officiels ici à Kinshasa, n'est-ce pas, au nom de la paix, produisent parfois des effets inverses où on voit les gens se faire tuer dans l'Est. Pourquoi ce qui va se faire à Washington n'est pas d'abord discuté au Parlement congolais pour que le peuple dans son ensemble en prenne connaissance? Ah oui, mais ça c'est une question très capitale. D'ailleurs, si vous avez lu ma tribune, j'ai dit que l'accord peut être signé, mais qu'il soit ratifié par notre Parlement. Donc, qu'il soit adopté par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, pour qu'il y ait une appropriation nationale. C'est très important parce que tout ce qui va être signé ne doit pas être imposé à la République sans que toutes les institutions s'en rendent compte du contenu. Et quand nous parlons d'institutions, par exemple l'Assemblée nationale, ça veut dire le représentant de toute la population. Parce que ça, c'est le danger pour l'accord de 2009 de CNDP, qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères et tous les autres officiels de la République, caché dans les tiroirs, et nous en payons le prix aujourd'hui. Donc il faudrait réellement que ce qui va être fait soit fait dans la transparence. Si nous acceptons de céder ceci, que ça soit mis à la place publique, que les Congolais se disent au nom de la paix, au nom du soulagement de la population de l'Est que nous voulons maintenant, nous avons accepté de céder 1, 2, 3, 4 choses. Il y a un accord cadre d'Addis Abeba. D'ailleurs, il y a même un gestionnaire du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. C'est quoi la différence avec ce qui va se faire à Washington par rapport au caractère contraignant, alors qu'à Addis Abeba, c'était clair qu'aucun État ne peut attaquer un autre, mais ça n'a jamais été respecté.
Ça, c'est pour finir complètement. Oui, oui, justement, cet accord-là n'a pas été respecté parce qu'il y a eu un rapport de force déséquilibré entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les autres ont compris que bon, il ne vaut pas la peine de respecter ça parce que le Congo ne nous fera rien si nous entrons chez eux. Et cette fois-ci, le Congo sera capable de faire quelque chose? Je crois à ça parce que quand vous voyez la détermination du président de la République sur cette question, il y a lieu d'avoir confiance qu'une fois qu'il y a un accord de ce genre, il peut s'assurer de pouvoir assurer le suivi et faire respecter ça. Merci beaucoup Gilles Vaïkeya, vous êtes un ancien député élu de Nord Kivu. Merci pour votre témoignage et pour votre contribution à cet engagement pour la paix dans l'est du pays. Et tout va se jouer désormais à Washington et on verra les rôles de prêtres et de pasteurs au pays. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, nous restons vraiment tous attentifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la 50. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Je vous retrouve demain, jeudi, sur ce plateau, avec d'autres invités et d'autres rubriques, toujours avec le même plaisir. À très, très bientôt. Tele 50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Ni saa 5 hapa mjini Kinshasa, katika maeneo ya Mbanza Ngungu, saa 6 mjini Goma, Beni pale Tamende, saa 7 Morogoro Tanzania na pale Kampala Uganda. Karibu katika matangazo yetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo anasubiriwa Mei mosi hapo kesho katika maeneo ya Marekani huko Washington, ambapo atakwenda kukaribishwa kwenye White House, ikulu ya Rais Donald Trump, ambao atazungumzia juu ya ushirikiano na undugu na urafiki kati